Spontanément, tout le monde dirait l'ouverture de La Soif du Mal, plan séquence dément, hein, qui démarre sur une bombe et qui finit par l'explosion, et qui est incroyable. Mais en souvenir personnel, je dirais plus l'ouverture du Casanova de Fellini, parce que je me souviens d'avoir vu ce film à la sortie, donc j'ai 15 ans, hein, je crois que c'est 76, et cette ouverture, au sens opéra même, hein, est démente. C'est au Carnaval de Venise, enfin c'est les visions de Fellini, et ça se finit magnifiquement par la chute d'une tête de statue dans les profondeurs de l'eau du canal. Donc c'est vraiment une ouverture démente. En effet, on pense toujours systématiquement à la performance physique, hein, et souvent ça va avec le handicap. Moi j'ai fait plusieurs films autour du handicap, donc c'est vrai que c'est toujours passionnant. Spontanément, alors je dirais Daniel Day-Lewis dans My Left Foot de Jim Sheridan quand même, hein, histoire vraie quoi, d'un garçon hein, qui paralysé, peignait avec le pied gauche, et Daniel Day-Lewis l'a fait quoi. Et à la Daniel Day-Lewis, hein, c'est au-delà même de l'acteur studio, hein, c'est-à-dire pendant tout le film, hein, il mangeait avec son pied gauche, hein, donc c'est extrême. Et aussi sur le handicap, si je peux en dire deux, Vittorio Gassman dans Parfum de femme, je trouve que c'est vraiment magnifique comme il fait l'aveugle. Donc ça, c'est de la performance d'acteur, en effet. Spontanément m'est venu dans un film de Colin Serrault que j'adore, La Crise, Maria Pacôme, hein, qui dit à son fils Vincent Lindon et à sa fille Sabou, et Maria Pacôme dit génialement tes histoires de cul, je m'en fous. Tes histoires de boulot, je m'en fous. Et la tête est tout en face. C'est toujours ce comique, hein, de quelqu'un provoque quelque chose et la tête des gens en face, la tête de Lindon, Zabou et Yves Robert qui fait le père est génial. Après, en parlant, voilà, truc, bon, je pourrais dire aussi Salomon, vous êtes juif, enfin, hein, des inventeurs de Rabbi Jacob, coup de génie, quoi. Hein, voilà, ça rentre dans l'histoire du cinéma, c'est magnifique. Et alors, un coup de génie d'une réplique, c'est à la fin de la scène culte, hein, quand Harry rencontre Sally, la maigre Ayam, qui mime l'orgasme. Et donc la scène est géniale, on rigole et tout ça. Et à la fin, il y a une cliente, il n'y a même pas un gros plan sur elle, il y a une cliente au fond qui dit « Je voudrais la même chose ». Non, mais là, la générosité des scénaristes, auteurs de ça, quoi, c'est de penser, on a une scène géniale, mais il y a en plus la cliente qui dit à la fin « Je voudrais la même chose que la dame ». J'aurais envie de dire La Voix de Fanny Ardant, hein, quand même magnifique, et dans un film... Je parle beaucoup de l'adolescence, parce que je pense que quand même beaucoup de ce qu'on aime quoi, vient quand même de là, de ce qu'on a découvert, ou enfant et adolescent, je trouve que ça nous forme. Là aussi, La Femme d'à côté de François Truffaut, découvert quand j'étais adolescent. En plus, c'est tourné à Grenoble, moi je suis de Lyon, donc je voyais bien où il avait tourné. Et la voix de Fanny Ardant est magnifique, et notamment dans cette scène sublime, quand elle est en pleine dépression, qu'elle fait l'éloge des chansons. Moi qui adore les chansons, elle dit « Elles sont pas bêtes », elles disent « Ne me quitte pas, tu es l'amour de ma vie ». Enfin, et la voix de Fanny Ardant, magnifique, et se mariant très bien avec la voix particulière de Gérard Depardieu. Et j'adore les voix chez François Truffaut. J'adore François Truffaut, mais François Truffaut lui-même avait cette voix particulière, hein, cette diction, ce ton. Dans Rencontre du troisième type, c'est étonnant. Hein, et la voix de Jean-Pierre Léaud aussi, enfin l'art des voix chez Truffaut. Moi, je travaille toujours au casque, hein, quand j'écris, toujours en musique. Je ne pourrais pas travailler dans le silence, et j'écoute énormément de bandes originales. Me vient une que j'ai beaucoup écoutée en boucle, de Gabriel Yared, du film Le Patient anglais, qui est vraiment une bande originale magnifique. Spontanément, la danse... Sid Charisse et Fred Astaire, quoi, hein, dans The Bandwagon, là, tous en scène, là, vous savez, ils marchent, je crois que c'est dans Central Park, hein, ils marchent et tout d'un coup, ça glisse vers la danse. Là, c'est la grâce. De toute façon, Sid Charisse, c'est la grâce, et Fred Astaire, n'en parlons pas. Mais à l'inverse, et je retrouve Fred Astaire, la danse bouleversante dans Ginger et Fred de Fellini, de Marcello Mastroianni et Giulietta Massina, âgés. Ils dansent pas bien, mais c'est bouleversant. Donc, vous voyez, il y a la perfection d'un côté et l'humanité de l'autre, et c'est deux danses bouleversantes. J'adore, de toute façon, la comédie musicale. Il n'y a rien de plus beau que la danse. Difficile de ne pas penser à Saul Bass et sa femme, parce que c'était un couple, hein, Saul Bass et Hélène Bass, qui étaient des grands graphistes, hein, et qui faisaient les génériques de Alfred Hitchcock, hein, La mort aux trousses, Les lignes, là, et le générique dément de Vertigo, quoi, hein, presque un peu kitsch, mais absolument magnifique, et aussi les génériques sublimes de Otto Preminger. Regardez L'homme au bras d'or, un film génial avec Frank Sinatra sur la toxicomanie. Et puis il a travaillé tard, hein, finalement, et jusqu'à faire le générique sublime aussi de Casino, de Martin Scorsese, là, De Niro qui tombe dans les flammes de l'enfer.
c'est un souvenir d'adolescent. Hein. J'avais des affiches de cinéma, évidemment, dans ma chambre d'ado. Et j'avais en face de moi l'idole, un peu une des idoles de ma vie, hein, Clint Eastwood, Pour une poignée de dollars, quoi. Et donc ça reste, hein, vous vous dites, voilà. Bon, en plus, moi, j'étais complexé, mais j'avais vu qu'il faisait la même taille que moi, quasiment. Donc, voilà, j'adore. J'ai aimé toute ma vie Clint Eastwood, et admiré toute ma vie, et l'acteur et le réalisateur. Mais donc l'affiche du Sergio Leone, en plus, magnifique. Premier émoi érotique est lié à une actrice sublime, je trouve, qui est Angie Dickinson, vous savez, donc qui est dans Rio Bravo de Howard Hawks, le chef-d'œuvre de Howard Hawks. Et Angie Dickinson est vraiment une actrice merveilleuse et sublime. Et même John Wayne est tout timide devant elle, quand même. Donc c'est hilarant chez Howard Hawks, les hommes sont toujours tout pâteaux devant les femmes. Mais Angie Dickinson, retrouvée donc à l'adolescence dans un film magnifique de Brian De Palma, Pulsion, que j'adore, quoi, et où Angie Dickinson, alors il ne faut pas spoiler, mais elle est là dans toute la première partie du film, et joue, incroyable, mais une femme frustrée sexuellement, et qui a peur, qui est tentée par une rencontre de hasard, et c'est assez bouleversant. Donc, et même Lino Ventura était timide devant elle dans un film de Claude Pinoteau, Un homme en colère. Je ne sais pas s'il est sur Universiné, mais... Donc, Angie Dickinson. Oh, je crois que le plus beau cri pour moi, c'est Al Pacino à la fin du Parrain numéro 3, là, sur les marches de l'opéra, quand il vient de voir sa fille tuée devant lui. Il part en arrière, c'est des acteurs tellement sublimes, et puis c'est des films tellement magnifiques. Il part en arrière, il ouvre très grand la bouche, et pendant quelques secondes, mais c'est long, il n'y a rien qui sort, quoi. Et c'est vraiment sublime, quoi, parce que ce personnage de Michael Corleone, toute sa vie, on sent qu'il a tout rentré en lui, tout est en lui, et là, et ça finit par sortir. Ça, c'est vraiment le plus beau cri que j'ai vu. C'est un Claude Lelouch, Le chat et la souris, avec Serge Reggiani dans une scène de restaurant, et Michel Morgan. Et Michel Morgan, un fou rire absolument sublime, et réel. Ça, c'est tout l'art de Claude Lelouch, ou provoquer, ou de savoir saisir les choses. On ne peut pas le refaire, quoi, un fou rire, par définition. C'est très dur à faire, à jouer un fou rire. Les acteurs, les actrices détestent ça, quoi. Et là, Michel Morgan est parti dans un vrai fou rire. Et bien sûr, Claude Lelouch ne coupe pas, Serge Reggiani joue le jeu. Et ça dure, quoi. Et ça dure, c'est magnifique. C'est dans un de mes films préférés, bon, c'est L'Exorciste de William Friedkin. Mais c'est finalement, quelque part, un peu moins, finalement, les scènes avec la jeune fille dans la chambre, qui sont terribles. Mais que l'angoisse qu'il y a dans ce film avec le prêtre, le jeune prêtre, et notamment quand il va voir sa mère qui est à l'hospice, et qu'elle lui en veut, pourquoi tu m'as mis là, et tout ça. C'est des choses, moi, à la fin de sa vie, ma mère, Alzheimer, était à l'EHPAD et tout ça, et je repensais à ça, quoi, parce qu'on sent quand même tout le tragique humain, et dans ce film, on sent que le mal est partout, et que Dieu est silencieux. Donc, honnêtement, faire plus fort que L'Exorciste comme angoisse, c'est dur. Même Shining, que j'adore, mais qui est plus drôle aussi. Oh, les plus belles larmes, pour moi, c'est Charlot, quand même, à la fin des Lumières de la ville, quoi, quand la petite aveugle qui a recouvré la vue le reconnaît en lui touchant le visage. Bon, là, alors impossible de ne pas pleurer à son tour, quoi, mais c'est magnifique. Parce que souvent, c'est décevant, quoi. Les acteurs et les actrices, on dit, c'est pas eux qui doivent pleurer, c'est le spectateur ou la spectatrice. C'est délicat, faut y aller mollo avec les larmes dans les films. Mais là, c'est magnifique. Ou alors, c'est le père, à la fin de L'Incompris de Comencini, qui est aussi le film qui fait le plus pleurer au monde. Enfin, moi, je l'ai vu 20 fois, chaque fois, je pleure. Je reparlerai de Shining, parce que je suis très troublé. Il y a eu un documentaire sur Shining, qui est peut-être un des films que j'ai vu le plus souvent. Enfin, c'est incroyable. Même dès que je tombe à la télé, je me dis, oh, je le connais par cœur, et je le revois, quoi. Donc, évidemment, c'est sublimissime. Et donc, il y avait eu un documentaire qui montrait que c'était bourré de faux raccords, quoi, et notamment sur la machine à écrire, quoi, que c'est pas toujours la même, quoi. Alors, ça peut pas être des erreurs au stade de Kubrick, c'est pas le genre, je m'en fiche, C'est un an de tournage, enfin, un maniaque du détail, justement. Et donc, quel sens ça a pour Stanley Kubrick d'avoir des fois pas la même machine à écrire d'une scène à l'autre? Très, très troublant, ça. Un beau travelling, spontanément, c'est aussi l'occasion de parler de mes film préféré, mais dans History of Violence, pardon pour l'accent de David Cronenberg, la première scène, quoi, donc on a un homme dans une décapotable, là, un très long plan fixe devant un motel, justement, dont je me suis un peu inspiré, là, dans Aimons-nous vivants. Long plan fixe, un deuxième, un jeune homme vient vers lui,
Et puis le jeune homme, on sent, pour une activité plutôt criminelle, doit repartir. Et là, il y a un travelling, mais c'est le travelling qui fout la trouille. Le travelling fait peur. Et ça, c'est beau, quoi, parce que trop de travelling tue le travelling. Hein, donc là, il assume son plan fixe, c'est le premier plan du film. Et tout d'un coup, quand ça démarre, ça fout la trouille. On pourrait parler aussi des travelling de Providence ou de Stavisky dans la Rennais, qui est maître en la matière des travelling. Hein. C'est la jeune fille au dernier plan de la Dolce Vita, vous savez, sur la plage, hein, Marcello Mastroianni, après une nuit de débauche, et sur la plage comme ça, et puis un peu au loin, il voit une jeune fille qui lui fait coucou, qui lui parle, mais il ne comprend pas. Et le visage de cette jeune fille est un des plus beaux visages de la pureté, de l'innocence, de l'histoire du cinéma. Donc oui, cette jeune fille de la Dolce Vita. J'aime pas ne pas aimer, hein. J'aime pas dire du mal, hein. J'ai une nature d'admirateur, quoi, hein, moi, d'enthousiaste, hein. Donc j'aime pas dire du mal, mais à dire la vérité, j'ai jamais supporté Les Visiteurs du soir de Marcel Carné. Ça me pèse, quoi. Enfin, voilà, je trouve que tout est un peu appuyé, alors que je suis grand admirateur du Jour se lève ou des Enfants du paradis. Et si je peux en dire un autre, j'ai jamais supporté autant N'importe le vent. Mais... On pourrait retrouver le plan tellement compliqué, en effet, de l'ouverture de La soif du mal, quoi. Comment c'est possible de faire ça? Regardez-le. Hein. Et un plan séquence dément qui démarre sur un gros plan de main et qui, après, suit Charlton Heston et l'actrice Janet Leigh, et dans tous des travelling, et pour à la fin une voiture qui explose. Donc c'est vrai que c'est le plan le plus spectaculaire, mais des fois, finalement... on voit beaucoup de films où le premier plan, on dit c'est un plan séquence, on essaye de faire un truc, puis après c'est fait très classiquement, ce qui n'est pas le cas d'Orson Welles. Mais des fois, bon là c'est sublime, mais des fois le plan le plus simple aussi est sublime. Hein. Des fois le plan le plus simple est absolument sublime. Hein. Chez Pasolini, par exemple, cette façon tremblante de faire des gros plans, hein, tout ça, un peu comme du documentaire, c'est sublime aussi. Hein,